Lu ça ça cueille dans je ne sais que hôte. dans Les Échos, j'étais investi comme directeur. Je dis: «Je suis beaucoup plus facile que Paul Hermelin». Qui est pas facile du tout, mais alors il le Bonjour Jean-Hervé Lorenzi, bonjour Paul Lermelin. Alors au moment où nous avons été sollicités pour accueillir à la Maison de la Radio les rencontres économiques 2020, nous étions en pleine crise du Covid-19, c'est-à-dire confinés, sans visibilité sur quand ni comment nous allions sortir de ce cauchemar. Et à ce moment-là, nous avons compris que si Radio France n'accueillait pas l'événement, il ne pourrait probablement pas se tenir. En tout cas, pas à cette date, pas avec l'ampleur qui doit être la sienne. Et pourtant, quand, si ce n'est cette année, quand, si ce n'est cet été, avons-nous le plus besoin d'un tel débat sur les ressorts de notre convalescence collective à la fois économique et sociale, et aussi sur ce que cette crise sans précédent a changé. Et c'est ainsi que les rencontres économiques d'Aix-en-Provence sont devenues Aix-en-Seine pour faire vivre le débat à quelques mètres de la Seine plutôt qu'à quelques kilomètres de l'étang de Berre. Alors, je vais vous dire le plus important, quand on vit une telle crise, quand on y voit aussi encore plus l'intérêt de débattre, de se parler, quelles que soient ses opinions, et je dirais même surtout quand on n'est pas d'accord. Et sur bien des sujets, et l'économie en fait évidemment partie, la pluralité, la diversité, l'intergénérationnel aussi sont indispensables au débat, et notre média de service public, en accueillant ces rencontres, y était particulièrement attaché. Et le programme de ces rencontres 2020 est justement le reflet de la grande pluralité des positions politiques, syndicales, des courants de pensée. Ils sont représentés par des personnalités qui vont prendre part au débat, et j'ai d'ailleurs eu l'occasion d'assister dès ce matin à de premiers échanges passionnants avec des think tanks présents dans leur diversité, et écouter aussi attentivement les attentes des 18-28 ans qui ont été recueillis en partenariat avec France Culture et qui montrent combien les questions économiques et sociales intéressent les jeunes. Ils intéressent à un moment où aussi, malheureusement, la crise sanitaire devient une crise économique et sociale majeure. Et les bouleversements à venir sont tels que notre média de service public doit plus que jamais informer, analyser, décrypter, expliquer et donner toutes les clés de compréhension au public sur des sujets qui sont terriblement complexes. Et d'une certaine manière, comme nous l'avons fait tout au long de la crise sanitaire, pour en expliquer les enjeux, et tout particulièrement les enjeux scientifiques. C'est donc dans ce contexte que nos antennes vont couvrir les rencontres économiques 2020 avec la même indépendance éditoriale, la même pertinence dans l'analyse, avec la même pluralité que chaque année, mais aussi avec toute la place que cette année, nos rédactions jugent elles-mêmes utile d'accorder à un débat économique et social d'ampleur dans le contexte très singulier que vit notre pays. Donc, je souhaite que nous ayons de passionnants débats dans la maison de la radio et qui seront relayés. Et cher Jean-Hervé Lorenzi, cher Paul Lermelin, donc vous qui présidez le conseil d'administration des rencontres économiques, je vous invite donc à nous en parler. Merci Madame Veil. Juste pour préciser, je préside le conseil d'administration du Festival d'Aix. Donc je suis aujourd'hui dans cette situation étrange d'être l'Aixois de service, moi qui de tout temps été avignonnais. Mais ceci étant, je ferai quelques kilomètres pour descendre vers le sud et les Bouches-du-Rhône et quitter mon Vaucluse chéri. Les rencontres sont indissolublement associées au Festival d'Aix-en-Provence, au Festival d'opéra. Ça fait partie de l'attrait des rencontres, je crois, de pouvoir inviter beaucoup de gens aux représentations au Théâtre de l'Archevêché ou au Grand Théâtre de Provence. Et les rencontres sont un des partenaires économiques importants du festival. Les rencontres n'abandonnent pas Aix. C'est une parenthèse au bord de la Seine. Et je crois d'ailleurs que mi-septembre, nous nous retrouverons à Aix-en-Provence pour un souvenir de ces rencontres 2020. Donc, il est important que Aix demeure vivant.
Et moi, pendant toutes ces périodes de confinement, comme vient de le dire madame la présidente Sybille Veil, nous nous sommes occupés de maintenir le festival à flot, vivant. Évidemment, nous avons dû annuler les représentations physiques. Nous sommes passés en modèle digital, ce qui pour président de Capgemini n'est évidemment pas une grande différence, enfin, c'est une grosse différence, mais c'est pas une surprise. Et nous diffuserons d'ailleurs, nous avons commencé à diffuser des spectacles le 28 et le 29 juin, et le 8 et le 9 juillet, nous diffusons en streaming des très beaux spectacles avec l'ensemble Balthazar Neumann et des artistes lyriques de premier plan. Donc on essaie de maintenir un festival d'Aix vivant, et le talent du directeur général, Pierre Audy, a été de ne perdre aucune production de l'année 2020. Nous avons pu toutes les sauvegarder, et elles seront reporté sur 2021, 2022, 2023. Donc tout le trésor, l'agenda du festival, le programme du festival avait été annoncé en février et avait été accueilli très chaleureusement. Et c'est un plaisir de pouvoir dire qu'il n'est pas du tout perdu. Donc, Aix-en-Seine, c'est donc un peu de présence aixoise au bord de la Seine et dans la maison de Radio France. Nous allons être des partenaires, nous l'avons toujours été. Quelque part, nous apprécions de recevoir des étudiants, tous ceux qui sont au cœur des rencontres économiques, puisqu'elles se tiennent dans l'université d'Aix-en-Provence. Les chefs d'entreprise viennent souvent à nos spectacles. Demain soir, vous ferez une représentation en streaming de Carmen, qui a été un spectacle important et un peu contesté, hein, parce que la mise en scène de l'opéra de Carmen avait été différente, on va dire, différenciée en tout cas, mais je crois que c'est l'intérêt d'un festival, c'est de ne pas jouer comme les grandes maisons d'opéra. On n'attend pas à Aix-en-Provence ce qu'on verrait à l'Opéra Bastille ou au Staatsoper ou à la Fenice, on attend d'autres choses, et Pierre Audy nous a emmenés là, donc je suis là pour vous dire que les rencontres restent, je crois, attachées à la musique, à l'opéra et à Aix-en-Provence, je m'en félicite. Et par ailleurs, Jean-Hervé m'a fait l'amitié de m'inviter dans des sessions, ça fait plusieurs années. Et là, il a dû trouver que, comme non seulement je suis avignonnais, mais je suis né en Belgique de parents belges, il m'a mis face au président de l'Union européenne, qui se trouve être l'ancien Premier ministre belge. Donc nous allons, une fois, pouvoir échanger dimanche matin, et je serai de retour dans la maison de Radio France. Merci Jean-Hervé. Président à vie, comme Vladimir Poutine, Non, pas à du vie. cercle des économistes. D'ailleurs, tu as été réélu par référendum avant-hier avec un score encore plus enviable que celui du président de la Russie. Jean-Hervé. Merci à tout le monde. Moi, je vais commencer par dire un grand merci à Radio France, parce que si Radio France et sa présidente et toute l'équipe de Radio France et toutes les chaînes de Radio France n'avaient pas été là, nous serions en train de nous interroger sur qui, dans l'après-midi ou demain, sera nommé ministre de tel ou tel département, mais nous ne serions sûrement pas là en train de débattre. Donc un immense merci à cette opération. Moi, je voudrais d'abord expliquer à quel point ces rencontres, nous avons tenu à les maintenir. Nous avons tenu à les maintenir parce que, au fond, il y avait deux objectifs majeurs. Le premier, c'est que nous sommes confrontés, vous le savez tous, à une crise comme nous n'en avons vraisemblablement pas connue depuis un siècle, une violence et dont les effets sont encore loin d'être dissipés. Et comment peut-on imaginer un instant que les économistes ne soient pas présents à ce moment-là? À quoi ça servirait d'avoir fait, même si on va se retrouver effectivement à Aix le 12 septembre, mais à quoi ça servirait d'attendre l'été sans avoir essayé de débattre du sujet? Première remarque. Deuxième remarque, peut-être plus forte. Il nous semble que la situation dans laquelle est la France et le monde, mais la France nous concerne plus directement, et évidemment l'Europe, est en fait dans une situation de rupture ou de spécificité de la période. C'est d'ailleurs ce qui fera l'objet de la session inaugurale dans quelques minutes, qui entraîne évidemment un souhait des uns et des autres de dialoguer. Or, pour des raisons d'ailleurs de confinement, finalement, le dialogue a été difficile à faire se réaliser. Quand on regarde bien, tous les grands événements économiques, sociaux qui devaient avoir lieu au mois de juin ont été d'une manière ou d'une autre repoussés. Et donc, il nous semble,
c'est une véritable déclaration, la première déclaration du cercle des économistes qu'il faut que le débat ait lieu dans notre pays. Nous allons avoir un plan de relance, on en parlera dans un instant, ou un plan de redémarrage ou d'un remis sur les rails de la société française. C'est très compliqué. Ça a été fait avec beaucoup de talent par l'équipe gouvernementale dans les derniers mois, mais ça ne suffit pas pour essayer de définir si on veut penser que le télétravail doit être développé, si on veut penser que j'allais dire, le verdissement de nos politiques doit être fait à un rythme ou à un autre, que nous devons jouer tel ou tel rôle en Europe. Tout ça doit être discuté dans le pays et c'est la raison pour laquelle, la deuxième raison pour laquelle nous avons joué cette idée de maintenir par tous les moyens, et une fois de plus, grâce à Radio France, un débat. Alors ce débat, il est très particulier, il n'a rien à voir avec ce qu'on a connu. En fait, nous sommes le 20e anniversaire. J'aurais dû démarrer par ça. Bon anniversaire aux rencontres d'Aix. 20e anniversaire que nous avons toujours fait, comme l'a évoqué Paul il y a un instant, avec le festival, parce que nous sommes nés d'ailleurs de la musique, mais c'est une très ancienne histoire. Et donc, nous avons en réalité eu 19 sessions qui étaient toutes très intéressantes, mais ce que nous faisons cette année n'a rien à voir avec ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Pour 3 raisons. La première raison, c'est que techniquement, c'est compliqué. Là, les équipes de Radio France sont dans les studios, ont câblé, recablé, surcablé, dans des conditions incroyables. Et nous allons avoir dans quelques minutes 5 sessions en parallèle avec des visioconférences avec des gens qui parlent du monde entier. C'est très compliqué, avec une société marseillaise qui est en régie, qui est au bout du dispositif. Et c'est une première. Vous imaginez à quel point nos compétences étaient naturelles dans ce domaine-là. Donc, nous nous sommes reposés vraiment sur le talent des uns et des autres. Et je pense, je mets les 2 mains sur la table, j'espère que tout va bien se passer, j'en suis sûr, bien entendu. Première remarque. Deuxième remarque, lorsque nous avons pris ces décisions il y a maintenant 2 mois et demi, comme l'a dit Sybille Veil il y a quelques minutes, et que nous avons été acceptés par Radio France, c'était une décision qui était extrêmement difficile à prendre, parce qu'au fond, il y avait tout ce que... Nous avons considéré que si c'était le débat, ce débat ne pouvait pas être un débat, non pas d'économistes, nous n'avons jamais fait des débats d'économistes au sens strict, mais quand même un débat beaucoup plus large sur l'évolution de la société française. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous regardez la liste des personnes qui interviennent, pour le moment je ne vais parler que de la partie française, vous avez en réalité une représentation de l'ensemble du monde politique, de l'ensemble du monde syndical, de beaucoup d'économistes de toute sensibilité. Ce matin, nous avons eu la première réunion des think tanks, et ça démarre par A, avec attaque les intérêts, et ça se termine par je ne sais pas lequel, mais... Terra Nova. Par Terra Nova, merci. Oui, par Terra Nova. Donc on est dans un univers qui est celui de la diversité, et surtout, nous avons introduit de manière massive le point de vue de la jeunesse, car à la fois l'avenir de ce monde, c'est pas moi qui vais le définir, je le regrette d'ailleurs, c'est très triste, mais c'est évidemment la jeunesse. Et deuxième aspect, dans 2 mois, le gouvernement, les pouvoirs publics auront à faire face à un problème qui, à mon avis, est sans aucune commune mesure avec ce que nous connaissons jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'arrivée sur le marché du travail ou des stages ou de toutes les formes d'intégration sur le marché du travail d'une génération de 500, 600, 700 000 personnes. Il faut qu'on trouve des solutions, et donc nous avons introduit dans le programme les présidentes de la FAGE et de l'UNEF, donc le monde étudiant, mais surtout, et ça me permet d'introduire la principale nouveauté, il y aura une déclaration avant la déclaration, non pas du cercle des économistes, mais une déclaration des rencontres d'Aix en Seine, donc de tous les gens qui ont participé. Il y aura une déclaration de la jeunesse représentée par une vingtaine d'associations. Ils ont 20 minutes. Donc, et comme tout est minuté, ça va pas être simple, ça va pas être le problème le plus simple, mais la jeunesse, en tous les cas, de manière
je crois, très représentative, va exprimer son point de vue au moment où elle est la plus touchée j'allais dire, dans cette crise qui est absolument sans précédent. Alors après ça, qu'est-ce que nous croyons? Nous croyons que cette crise, contrairement à certains économistes que je baptise pas gentiment, alors que je suis un gentil, mais vaudou comme V, vous savez, hop, ça repart comme si de rien n'était. Évidemment, cette crise est une crise qui va durer, donc il faut que nous nous plongions, quand je dis nous, c'est vraiment la position des membres du CELS Economies, j'enlève évidemment tout l'aspect personnel dans cette opération, même si j'adhère. Nous pensons donc que les prévisions, qui sont très compliquées à faire, il suffit de regarder la vingtaine de prévisions sur l'année 2021 de toutes les institutions mondiales pour voir à quel point il y a des divergences. Personne n'a la queue d'une idée de ce qui va se passer en 2021, sauf que nous ne retrouverons pas les niveaux, en tout cas pour les pays développés, nous ne retrouvons pas le niveau d'activité que nous avions en fin d'année dernière, avant, disons, soyons optimistes. C'est un début de week-end, donc disons la mi-2022, et évidemment ceci est une prévision plutôt optimiste. Et tout ça est lié à quoi? Lié à la brutalité de l'événement. Mais cet événement est arrivé au moment même où nous étions dans j'allais dire, dans une trajectoire de l'économie mondiale qui était en train de ralentir. Car, chers amis, n'oubliez pas que dès l'année dernière, il y a 11 mois, nous avions choisi comme thème, le thème que nous vous présentons aujourd'hui, agir face au dérèglement du monde, car nous aurons l'année prochaine ou l'année suivante, que M. Trump soit réélu ou non, nous aurons évidemment un conflit entre la Chine et les États-Unis, c'est évident, des guerres commerciales. Nous avons des problèmes de démographie, nous avons des problèmes de maîtrise de la technologie, nous avons des problèmes d'inégalité dont chacun sait qu'elles sont majeures dans nos pays, etc., etc., etc. Et c'est dans ce cadre-là que nous devons réfléchir en essayant de nous dire qu'est-ce que nous devons faire, nous, en France, et puis qu'est-ce que nous devons faire en Europe. Et là, je suis obligé d'annoncer finalement un des éléments les plus passionnants de ce que nous aurons, puisque nous avons réussi à convaincre et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président que Paul va accompagner, le président du Conseil européen, Charles Michel, qui vont nous donner, au moment même de cette négociation terrible sur la répartition des investissements en Europe, la position qu'ils peuvent avoir, et c'est évidemment passionnant. Alors, quand je vous ai exprimé ça, j'ai juste encore 2 remarques à faire. La première, c'est que nous avons en réalité le souhait, nous le cercle, de bien comprendre les réponses économiques et sociales dans notre pays en 3 phases bien séparées. 3 phases. Ne pas mélanger le tout, parce que c'est la tentation naturelle des politiques d'aller vite et de mélanger parfois les choses. La première, c'est ce qu'a été la protection de la société française, de son économie. Ça a été fait avec, je dirais, comme tout le monde, avec beaucoup de talent, beaucoup de milliards, mais ça a été fait de manière, j'allais dire, rapide, efficace, complète, ou disons assez complète, avec assez peu de bureaucratie, ce qui était très étonnant, puisque finalement, vous vous souvenez, dans les premiers jours, tout le monde disait « ma banque ne veut pas me prêter le prêt », et puis un mois après, tout ça avait disparu. Donc ça a été bien fait. La deuxième phase, la position du cercle est la suivante, c'est que c'est une phase de transition dans laquelle on va avoir des chocs qui vont perdurer, qui sont je vais dire, non pas la queue, mais le prolongement de tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire un chômage et des suppressions d'emplois fortes, très fortes. Le président de la République l'a évoqué hier à juste titre, fortes. Les chiffres varient, mais on est évidemment sur plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont retrouvées au chômage et malheureusement, peut-être, sauf si on suit nos recommandations que nous dévoilerons dimanche à 18h, mais évidemment beaucoup de jeunes. Et ceci doit être traité avec, j'allais dire, dans une phase j'allais dire, de réactivité. Ça a été le cas pour l'automobile, pour l'aéronautique, pour le tourisme, pour la poursuite du chômage partiel. Bien entendu, c'est de la transition. Et puis, il y a la troisième phase. Je n'aime pas ce mot de plan de relance parce qu'il est trop faible. C'est en réalité,
au fond, essayer de percevoir comment l'évolution de l'économie française, de la société française souhaite évoluer. J'en prends, j'allais dire, un exemple. Les Français se sont, comme vous savez, toujours d'assez mauvaise humeur, pas pour leur vie personnelle, mais pour la vie collective, pour des raisons évidentes. On est dans un monde qui est extrêmement hiérarchisé, les couches de hiérarchie se succèdent. Un gamin qui part mal dans la vie et qui est peu qualifié n'a aucune chance aujourd'hui de pouvoir franchir les étapes qui l'amèneraient, ou très peu de chance. Et donc c'est ça qu'il faut changer. C'est évidemment le verdissement de l'économie et des politiques économiques. C'est évidemment le problème des inégalités. Et derrière les inégalités, la première, c'est l'inégalité face à l'emploi et la qualification. C'est évidemment les problèmes de relocalisation qu'on a évoqués, mais ça se fera vraisemblablement assez largement au niveau européen, etc., etc., etc. C'est la troisième phase. Et nous plaidons pour que ce plan dit de résurrection, de relance, de tout ce que vous voulez, mais qui est quand même très séparé, qu'on prenne bien le temps d'écouter les uns et les autres. Donc ne nous pressons pas trop, ça c'est position du cercle, hein, qui n'engage que le cercle. Ne nous pressons pas trop. Si on apprenait que tout ceci était dévoilé peut-être au mois d'octobre, au mois de novembre, nous n'en ferions pas une maladie chronique. Je vous ai garanti, il faut le temps d'écouter, et c'est une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas le débat. Nous sommes juste l'amorce du débat. Il faut écouter ce que les Français veulent, et Dieu sait si notre pays est un pays qui n'est pas très facile parfois à saisir toutes les subtilités et les divergences. Enfin, dernier point, je voudrais dire que nous sommes un peu inquiets pour la France. La formule est un peu brutale, mais la France est en risque. Elle est en risque parce qu'elle est assez divisée. Une fois de plus, ça renforce l'idée du dialogue et du démarrage du dialogue. Elle est en risque parce que, comme tous les autres pays du monde, elle est soumise à, au fond, une conjoncture macroéconomique dont on ne sait pas très bien comment on va la surmonter. Tous ceux qui suivent la conjoncture savent que certains secteurs redémarrent bien, d'autres ont d'énormes difficultés. Donc, il va bien falloir faire passer des qualifications de gens, par exemple, très qualifiés qui sont dans l'aéronautique, dont on a annoncé, quelle que soit l'ampleur du sujet, que certains, un grand nombre, vont être obligés de quitter leur emploi, mais sont très qualifiés. Comment on peut transformer ces qualifications pour aller vers d'autres secteurs? Enfin, tout ça est très compliqué, très difficile. Et donc, il va falloir absolument être conscient des problèmes que nous avons, et c'est ce que nous allons faire. Alors, vous avez un plan. Je regarde le minutage parce qu'il nous reste peu de temps dans cette introduction. Il y a, comme vous le savez, toujours une règle. Le vendredi, c'est on approfondit le concept au fond, d'agir, et le problème de dérèglement. On fait presque de l'analyse de texte. Le deuxième, le samedi, on prend des grands parcours et on regarde techniquement ce que ça veut dire que relocalisation, enfin tous les thèmes qui sont évoqués. Et le dimanche, c'est le moment de j'allais dire, des propositions qui sont faites au niveau français, au niveau mondial et au niveau européen. Je précise d'ailleurs que la dernière session, qui sera particulièrement passionnante, sera une session sur les valeurs de l'Europe, comment on relance l'Europe sur les valeurs, mais je ne vais pas vous dévoiler, vous avez le programme sous les yeux. Je voudrais dire que ce bel arrangement, ce jardin le nôtre, en réalité, n'est pas tout à fait ce qui va se passer. Dans les faits, nous avons 8 mots que vous allez retrouver partout, qui vont traverser les 3 journées. Je les prends, alors je suis malheureusement obligé de le regarder. C'est les mots j'allais dire, de jeunesse, bien entendu. C'est les mots de localisation. Vous voyez bien derrière que c'est tous les problèmes de territoire. C'est le problème d'ascenseur social, celui qui n'existe plus dans notre pays. L'ascenseur social n'existe plus. C'est le mot j'allais dire, de réhumanisation de notre société, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut retrouver des dialogues entre nous. C'est le mot de pauvreté. Il y a 20% de la population française qui est en réalité, qui va se retrouver dans des conditions extrêmement difficiles. Il faut évidemment y penser. C'est le mot de réinventer j'allais dire, l'intervention publique. Et alors derrière tout ça, vous savez qu'il y a ce débat sur la dette. Alors il y a ceux qui veulent supprimer ceci. Bon, nous, on est comme les économistes, on pense qu'il vaut mieux repousser le débat, c'est pas la priorité. Mais il y a quand même un moment où cette dette, il faudra, pas totalement, mais pour partie la rembourser. Et donc, ça signifie qu'à un moment, il faudra soit avoir une croissance exceptionnelle, je l'espère, soit avoir peut-être une réorganisation de nos dépenses. Et
vous verrez que les propositions que nous ferons dimanche vont être assez sérieuses et assez solides dans ce domaine. Donner peut-être, c'est la dernière session que j'évoquais et qui sera menée avec talent par Françoise Benamou et Sylvie Kaufmann, essayer de voir comment l'Europe peut se recréer autour d'un socle de valeurs, plutôt que de s'interroger inlassablement sur le fait de savoir si on a mis l'économie de la zone euro, ce qu'il faut peut-être avoir, mais on ne peut pas construire l'avenir des 30 années qui viennent sur une décision qui est en réalité purement ministérielle. Et puis, dernier sujet, ce sera le mot de long terme. On ne peut pas penser les thèmes autrement que ce que nous avons vécu pendant les 20 dernières années. Nous avons vécu dans un monde qui était un monde financiarisé. Il le fallait, peut-être, mais ça veut dire qu'il vivait au jour le jour. Tout a été fait, les normes comptables, tout fait pour essayer de revenir dans l'instant. Bien entendu, ce n'est pas comme ça qu'il faut penser le monde de demain. Ça signifie des tas de sujets, y compris sur les taux de rentabilité des infrastructures qu'on pourra le jeter. Tout ça est un problème compliqué. Là aussi, nous ferons des conclusions fortes. Et donc, après un dernier remerciement, un remerciement à tout Radio France, franchement, un immense remerciement. Et je suis sûr qu'ils comprendront à quel point on est utile dans le débat. On n'est pas grand-chose. C'est le hasard de la vie qui fait que nous sommes aujourd'hui le premier des débats. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais vous verrez que ce sera bien. Un remerciement à Paul Hermelin et au Festival d'Aix, qui sont quand même une des merveilles du mois de juillet. Et puis toute l'année d'ailleurs, parce que vous êtes un peu là toute l'année. Et alors, nous allons terminer par 2 déclarations. Donc je vous suggère que le streaming commence à exploser à partir de 17h40, bien avant, bien entendu, mais qu'on se renforce encore. À 17h40, ce sont les jeunes générations qui vont s'exprimer, une déclaration qui sera assez virulente, et puis les sages, les pseudo-sages, vont exprimer non pas les positions exclusivement du cercle des économistes, mais les positions venues du cercle des économistes, pour partie, de toutes les centaines, les milliers de questions qui nous sont venues tout au long de ces dernières semaines et tout au long des 3 jours qui sont écoulés, les propositions qui nous sont faites par la jeune génération, et puis surtout, chers amis, le résultat des 52 sessions. Il y a une équipe qui, en permanence, note ligne à ligne tout ce qui est proposé. On regarde, on vérifie que c'est bien, j'allais dire, assez consensuel ou non consensuel. Il ne s'agit pas de trouver des faux consensus. Et donc, à 18h, nous aurons ce que nous appelons la plateforme, non, on va l'appeler la déclaration finale des rencontres d'Aix-en-Provence, mais en fait, c'est la plateforme des propositions qui se découleront de ces 20e éditions des rencontres économiques d'Aix, sous la houlette, avec la bienveillance et avec le regard chaleureux et amical de Radio France, et donc qui s'appelle Aix en scène. Voilà, ce sera pour notre anniversaire le plus beau des cadeaux.